Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Au Burundi, 2 personnes au moins ont été tuées depuis hier soir. Le cortège funéraire d'un militant de l'opposition a drainé des centaines de personnes. À la veille de l'annonce des résultats de la présidentielle très contestée, l'Union européenne entame de son côté des consultations qui pourraient mener à la suspension de la coopération avec le Burundi. C'est demain le jour J pour des millions de Kenyans. Barack Obama, celui qu'il considère encore comme l'enfant du pays, vient pour la première fois en visite officielle à Nairobi depuis qu'il est président. Une visite sous haute sécurité dans un pays durement touché par les attaques des islamistes Shebab. Puis nous irons en Afrique du Sud, dans l'un des quartiers les plus dangereux du Cap où d'anciens gangsters font régner l'ordre. Surnommés les extincteurs, ils tentent de faire sortir les jeunes de la violence, de la drogue et de la rue. Alors que Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, salue aujourd'hui le déroulement pacifique de la présidentielle au Burundi et lance un appel au dialogue entre toutes les parties, à Bujumbura, la nuit a été marquée par de nouvelles violences. 2 personnes au moins ont été tuées depuis mercredi soir. Le reportage de nos envoyés spéciaux Nicolas Germain, Karim Akiki et Duncan Woodside. Une nouvelle fois, l'assassinat a eu lieu la nuit tombée. D'après les habitants du quartier de Bukirasazi, l'homme qui a été abattu était un opposant, membre du FNL. Ses proches sont sonnés. Ils sont des centaines à accompagner le corps sur plusieurs kilomètres. À bord de ce pick-up, les amis du défunt témoignent. Après l'avoir tué, ils ont lancé une grenade. On les connaît, ce sont des jeunes du quartier. C'est grave ce qui se passe, nous avons le cœur brisé. La paix est possible au Burundi? La paix c'est impossible parce que toujours, il y a beaucoup de monde qui demeure. Depuis l'annonce de la candidature controversée de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat, une centaine de personnes a été tuée, souvent lors d'affrontements entre opposants et policiers. Pour les autorités, le meurtre de mercredi soir n'est pas forcément un assassinat politique. Ça peut être un règlement de compte tout simplement, ça peut être pour mobile politique, ça peut être aussi pour autre chose. Donc dans notre pays, tout peut arriver, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la police est à pied d'œuvre pour essayer de sécuriser autant que faire se peut toute la population, tout le territoire. À présent, tout le monde attend de voir quelle va être la réaction dans les rues de la capitale, autant dans les districts pro-Nkurunziza que dans les bastions de l'opposition, à l'annonce des résultats provisoires par la commission électorale, une annonce qui devrait intervenir vers 15h ce vendredi. Les autorités burundaises pointées du doigt par Amnesty International qui condamne la répression des manifestations de mai et juin contre la candidature de Pierre Nkurunziza à la présidentielle. L'ONG accuse les forces de sécurité burundaises d'avoir fait un usage excessif de la force pour punir les contestataires, mais aussi les médias privés. Écoutez. C'était la police qui a physiquement détruit les locaux de la radio publique africaine, Radio Bonesha, Radio Isanganiro et Radio et Télévision Renaissance. Le gouvernement a admis que des individus portant des uniformes de police étaient responsables de ces incidents. Mais il affirme que certains criminels portent des uniformes de police et que la police elle-même n'est pas responsable des incidents. Puis toujours sur le Burundi, en réaction au refus des autorités de reporter la présidentielle, l'Union européenne annonce ce soir qu'elle va lancer des consultations qui pourraient déboucher sur une suspension de la coopération avec le Burundi. Au Nigeria, les attaques de Boko Haram sont désormais quotidiennes. 8 personnes ont été abattues dans le nord-est du pays. Ça s'est passé à Pompomari, dans l'état de Borno. Au Cameroun, les autorités annoncent un renforcement des mesures de sécurité dans l'extrême nord du pays au lendemain du double attentat perpétré par 2 jeunes femmes kamikazes. 13 personnes au moins ont été tuées. C'est la 2e attaque suicide en 10 jours. Un choc pour la population qui craint qu'elle ne se répète. Écoutez ces réactions à Douala. Quand ça s'est passé à Mawa, vous savez que c'est probable que ça se passe à Douala à n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure. Donc nous, la population de Douala, nous avons tellement peur. J'ai peur que ça arrive à Douala. Maintenant là, ils ont des trucs où ils mettent souvent jusqu'à fermer les pieds. Bon, on ne sait pas si c'est un homme ou c'est une femme. Je dois avoir peur. À mon avis, une chose pareille ne peut pas se passer à Douala. Ces attaques se sont passées dans le nord du pays parce que Boko Haram est basé là-bas. Nous sommes loin d'eux et en plus avec la présence militaire qu'il y a ici, ça ne peut pas arriver.
Il viendra, entre autres, apporter son appui au Kenya dans la lutte contre le terrorisme. Mais la visite de Barack Obama dépasse bien sûr la diplomatie. C'est la première fois qu'il revient en tant que président des États-Unis dans le pays natal de son père. Alors bien sûr, on se prépare dans la capitale kenyane. On va retrouver tout de suite Mélanie Goubi en direct en ligne de Nairobi. Mélanie, on imagine cette capitale kenyane en pleine effervescence. Oui, alors bien sûr, Nairobi est en pleine ébullition. La ville a été mise sur son 31 par les autorités. On a goudronné les routes, planté des fleurs dans les rues pour que la ville soit à son meilleur avantage lorsque le président arrivera. Mais surtout, les autorités ont déployé un appareil sécuritaire énorme. Des hélicoptères survolent la ville depuis ce matin et il y a plus de 10 000 policiers kenyans qui ont été déployés. Avec bien sûr la peur d'un scénario catastrophe, une attaque déchirable. Mélanie, qu'attendent au juste les Kenyans qui semblent ravis évidemment de voir le président américain venir au Kenya? Qu'attendent-ils au juste de cette visite? Mis à part l'aspect symbolique très fort pour les Kenyans, évidemment, Barack Obama qui retourne au pays, le fils prodige. C'est l'aspect business aussi qui suscite beaucoup d'intérêt pour les Kenyans qui espèrent des investissements accrus de la part des Américains et de la part des investisseurs internationaux en général. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Mélanie Goubi en ligne de Nairobi. Destination touristique prisée, le Cap est aussi l'une des villes les plus violentes du monde. Le quartier le plus dangereux, les Flats, est issu d'une politique de déplacement forcé des populations noires pendant l'apartheid. Pour lutter contre la délinquance et le trafic de drogue, une initiative originale a vu le jour. Ce sont d'anciens gangsters qui tentent de remettre les jeunes dans le droit chemin. Mary Colombel. Derrière le paysage idyllique de Table Mountain, les gangsters font la loi dans le quartier des Flats. Ici, des enfants sont recrutés de force par les gangs et le marché de la drogue alimente de violents affrontements entre bandes rivales. Mais à Hanover Park, un des endroits les plus dangereux, d'anciens gangsters tentent de faire reculer la violence. Le projet baptisé Ceasefire ou Cessez-le-feu consiste à former des criminels repentis afin qu'ils deviennent des extincteurs de violence. J'étais à peine âgé de 17 ans lorsque j'ai participé à mon premier assassinat. J'ai jeté une plaque d'égout sur la tête d'un gars, environ 7 ou 8 fois, pour l'achever. Ceasefire a eu un impact sur ma vie et je suis toujours occupé à travailler avec les gars, changer leur vie, changer leurs esprits. Tout ce que je peux faire pour eux, je le fais. Les enfants sont souvent les plus touchés. Pris dans les échanges de tirs, ils sont aussi facilement influencés par la culture des gangs et sont des cibles privilégiées pour le recrutement. Nous utilisons les extincteurs pour les éduquer et les dissuader d'entrer dans les gangs. Parce que les enfants en sortent traumatisés, puis ils terrorisent les personnes âgées, ils effraient les familles et perturbent toute la communauté. Les adolescents sont souvent les plus difficiles à extraire des gangs. Du fait de leur jeune âge, ce sont souvent les tireurs car ils sont moins susceptibles d'être emprisonnés. À 17 ans, Dylan Guesswind explique qu'il a décidé de quitter son gang. Je n'allais pas à l'école et je n'ai pas fini l'école. J'ai fait de mauvaises choses. J'ai tout fait de travers, fumé de la drogue et autres, volé les gens. Ce n'était pas bon pour moi. Si les habitants de Hanover Park sont très satisfaits des extincteurs, les anciens gangsters doivent encore faire leurs preuves dans de bien plus grands townships. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue tout de suite sur France 24.